Aujourd'hui, on découvre Camille El Araki et son roman graphique Regarde d'ici et d'ailleurs. Après 15 ans d'efforts pour apprendre l'arabe paternel, Camille El Araki réalise que son blocage est psychologique. Sur les conseils d'une professionnelle, elle médite sur sa double culture et décide d'interroger des Français d'origines diverses pour recueillir leurs témoignages. Dans Regarde d'ici et d'ailleurs, elle partage les portraits de Sarah, Monk, Frédéric, Safia, Ezat, Marie-Ange, Gary et Fawaz, qui racontent leur parcours personnel lié à l'histoire contemporaine de la France. Vous allez pouvoir retrouver cette BD du 16 au 30 novembre à la petite librairie en expo à partir de 12 ans. Mais avant ça, partons à la découverte de Camille El Araki. Alors, je vais commencer avec une petite question. Donc, moi, j'ai fait des petites recherches, évidemment, et je voulais savoir si elles étaient exactes, parce que je pense que c'est votre premier roman graphique, et si c'est le cas, pourquoi, en fait, vous avez choisi de faire un premier roman graphique sur ce thème? C'est vrai que d'habitude, je fais du roman, mais là, c'est aussi mon premier roman non fictionnel. Donc, c'est vraiment un recueil de portraits. Et en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir un monde spécifique à chaque histoire. Donc, il y a 9 histoires et je trouvais ça cohérent de donner aussi un imaginaire graphique à chacun de ces portraits. Surtout que l'idée, c'était qu'il y ait une illustratrice ou un illustrateur par portrait qui ait carte blanche pour faire, bah, pour donner une image à l'histoire qui est spécifique. Le ton aussi est spécifique à chaque portrait, donc je trouvais que c'était cohérent de donner un imaginaire Ouais, graphique aussi. bah, ouais, j'avais vu quoi qu'il y avait plusieurs artistes, du coup, qui mêlaient un peu toute cette histoire. Donc, c'est vraiment pour distinguer un peu chaque histoire, leur donner une identité propre, si j'ai bien compris. C'est ça, ouais, exactement. Et je me demandais, du coup, vous avez rencontré plusieurs personnes, que ce soit des personnes comme Sarah, Mong, Safia. Toutes ces personnes, comment vous avez établi le contact avec elles et comment vous avez initié un peu l'échange? Comment ça s'est passé en fait? Comment je les ai Ouais, rencontrés tout à d'abord? fait. Et comment vous avez inscrit un peu un échange pour découvrir leur vie, tout le processus un peu avec eux. Alors, j'ai fait ça sur le temps d'un été. Et en fait, j'ai commencé par mon père, donc pour moi parce que c'était une quête identitaire à la base. Par le biais de mon père et de ma mère, qui étaient au courant de mon projet, j'ai pu rencontrer des connaissances à eux que eux-mêmes, enfin voilà, ils voyaient qu'il y avait une double culture chez telle ou telle personne qui pouvait être intéressante. Et par le biais de ces premières personnes, donc par exemple de Safia, qui est une amie de mon père, ou de Mong, qui est un petit peu le frère adoptif de ma mère, ces personnes-là aussi m'ont dit, ah, je connais telle personne qui pourrait être intéressée pour parler de son histoire, etc. Donc en fait, ça s'est fait vraiment de fil en aiguille. Et puis, étant donné que j'en parlais pas mal pendant cet été-là, les personnes avec qui je parlais simplement se faisaient passer le mot et puis revenaient vers moi. Donc c'est comme ça que j'ai pu rencontrer une quinzaine de personnes cet été-là. Ensuite, pour établir le contact, en général, ça passait par bouche à oreille. Ou sinon, j'allais directement les contacter. Je pense par exemple à Frédéric que j'ai rencontré au Salon du Livre de Paris, qui était derrière son stand de littérature polonaise. Et je suis simplement allée le voir pour lui demander s'il était d'accord de me raconter son histoire pour, euh, pour les faire parler, entre guillemets, de eux, de leur histoire et de leur parcours. Étant donné que j'expliquais le projet et mon concept avant même de les rencontrer, il y a pas mal de portraitisés quand je les ai rencontrés. Elles avaient déjà des documents à me montrer, elles avaient déjà en tête ce qu'elles voulaient me dire, en général. Sinon, par exemple, il y en a d'autres qui étaient plus discrets et je devais leur poser des questions un peu plus poussées, mais en général, ça déroulait tout seul. Ouais, moi je me doute. Et j'avais cru comprendre que du coup, ça venait un peu de vous, votre recherche un peu d'identité, une forme comme ceci. Ouais. Pourquoi du coup vous avez choisi de parler des autres plutôt que de vous-même et de votre histoire dans ce livre? Alors,
Parce qu'en fait, moi, ma quête identitaire, elle partait du fait que je suis franco-marocaine. Mon père m'a pas appris l'arabe et je me sentais vraiment comme la française de la famille à chaque fois que j'allais au Maroc. Et je me sentais beaucoup plus française que marocaine et ça a été un petit peu quelque chose d'amputé en moi. Et la confrontation avec les autres, c'était aussi une manière pour moi de voir comment d'autres personnes arrivaient à composer plus ou moins facilement avec leur double culture et leur double identité. Et je me suis rendu compte au contact de ces personnes qu'en fait, c'est une question beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine des fois vu de l'extérieur. Parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent que c'est une richesse. Et c'est vrai, on a un regard qui est un petit peu justement qui vient d'ailleurs et qui est ancré en France, mais en même temps, c'est vrai que c'est dur de se faire complètement accepter et intégrer dans les multiples cultures d'où l'on vient. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris en fait que je n'étais pas du tout la seule à vivre cette problématique-là. Et du coup, j'imagine que cette œuvre, elle a peut-être eu un effet cathartique pour vous. Est-ce que ça vous a aidé du coup à surmonter ce blocage? Comment ça s'est passé à la suite? Alors à la suite, j'ai pas appris l'arabe. Je me suis rendu compte qu'en fait, vraiment, le blocage était psychologique au niveau de la langue et j'ai simplement accepté. Et c'est vrai que c'était cathartique dans le sens où chaque personne que j'ai rencontrée m'a fait comprendre que c'était pas forcément grave, que c'était quelque chose à accepter, cette double culture. C'est vrai qu'il y en a dans ce livre-là qui ont très très bien réussi à composer avec leur double culture. Par exemple, Frédéric, franco-polonais, il a repris des études de littérature polonaise à 55 ans, dans l'idée justement de vraiment honorer ses origines polonaises, même du point de vue de la littérature. Et ce qui était aussi important pour moi par la suite, c'est le retour des lecteurs. Parce que en salon du livre, par exemple, il y a des lecteurs qui viennent me voir et qui me racontent qu'ils se sont reconnus dans tel ou tel portrait parce que eux aussi, ils n'ont pas réussi à apprendre la langue, eux aussi, ils se sentent un petit peu déchirés. Des fois, on leur demande de choisir d'être, par exemple, je prends Maroc, mais on nous demande soit d'être marocain, soit d'être français, ou tu es quoi de plus française, plus marocaine, etc. Et on est un peu diminué par ça. Mais je me suis rendu compte avec le retour des lecteurs qu'il y a énormément de personnes en fait qui sont dans ce cas-là et ça fait du bien en Ouais, de fait se sentir de un peu pas se entouré. sentir seule. Voilà. J'ai vu du 16 au 30 novembre à la Petite Librairie, il y a une exposition. Du coup, vous exposez cette BD. Quel est l'objectif un peu de cette Oui. exposition? Comment ça va se passer là-bas? Alors là-bas, ça va être une rencontre littéraire. Donc il va y avoir une présentation de ce roman graphique et puis des questions-réponses. Et l'idée de l'exposition, donc on a déjà fait une à Lyon avant, c'est vraiment de montrer les univers graphiques différents des 7 illustratrices qui ont travaillé sur ce projet. Puisque comme je l'ai dit, elles avaient carte blanche et elles ont choisi leur portrait. Donc il y a vraiment une sensibilité propre à chacune. C'est vraiment constitutif aussi de ce roman graphique et c'est pour ça que l'exposition fait sens, je pense, pour expliquer le concept et puis pour avoir déjà un pied dans chaque histoire. Dans tous les petits univers de cette BD, du coup. Et C'est ça, j'avais vu exactement. d'ailleurs que vous aviez lancé une campagne de financement. Pourquoi et comment s'est-elle déroulée? Du coup, je crois que c'était un peu pour pouvoir commercialiser votre BD. Donc, la maison d'édition Édifice du Havre, en fait, son concept, c'est de travailler au financement participatif pour prévendre les BD avant qu'elles soient publiées. L'idée, en fait, d'Édifice, c'est d'éviter la destruction du livre. Parce qu'en général, une maison d'édition classique, elle va faire 500 tirages et ensuite les invendus sont détruits. L'idée d'Édifice, c'est de faire 250 tirages s'il y a déjà des commandes et ensuite de faire 250 tirages en plus pour les librairies et les salons. Et ça permet aussi de mieux rémunérer les auteurs. Donc c'est pour ça qu'il y a eu
une campagne de financement participatif. Ça a duré 4 mois et c'était très très intense Je me doute, un petit peu de parce stress. que voilà, 250 exemplaires, ça paraît pas grand-chose quand on le dit, mais quand on doit trouver 250 contributeurs qui sont prêts à soutenir un projet et à acheter une BD alors que la BD n'existe pas encore, c'est assez intéressant comme travail parce qu'il faut apprendre vraiment le contenu de sa BD par cœur, présenter sa BD justement avec des images, donc d'où l'exposition qui avait eu lieu à Lyon parce que c'était pendant la campagne. La BD n'existait pas, mais il y avait des images. C'était 4 mois très 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 intenses, mais c'était aussi très intéressant. Est-ce qu'il y a des prochaines dates importantes, des prochains projets? Comment ça se passe un peu le futur pour vous, Camille? Pour ce roman graphique-là, Pour ce roman graphique ou d'autres, comme vous voulez. il y aura aussi une rencontre par rapport à Regard d'ici et d'ailleurs le 6 décembre à Lyon, dans une librairie aussi qui s'appelle La Tanière, et dans un café, dans un ciné-café à Lyon aussi, en avril. Sinon, j'ai eu quelque chose d'assez incroyable dernièrement, c'est que j'ai eu un autre roman qui est sorti le même mois que Regard d'ici et d'ailleurs. Donc je pense que ça m'arrivera plus jamais dans ma carrière parce que ça c'est vraiment exceptionnel que ça arrive. Donc ça c'est un roman qui s'appelle 38 Marketplatz et ce roman est lancé à Paris le 29 novembre dans une librairie qui s'appelle L'Arbre à Lettres. Ok, super. Voilà. Eh ben, merci. En tout cas, j'invite tous les auditeurs qui vont écouter cet échange à aller à la petite librairie au Havre. Du 16, ça a déjà commencé, mais jusqu'au 30 novembre pour découvrir du coup votre BD. Merci beaucoup en tout cas, Camille, pour cet échange. Merci beaucoup à vous.